Salut tout le monde, salut les amis sur YouTube, salut les amis sur Twitch. Donc là, je suis en stream sur Twitch et j'ai un petit jeu qui correspond un peu à du Veritas Obscura. Je vais raconter 3 histoires. Ces 3 histoires peuvent être toutes fausses ou toutes vraies. Là, on est sur un petit dérivé de Veritas Obscura. Donc, évidemment, les gens en live sur la chaîne Twitch vont pouvoir décider en vrai si, selon eux, l'histoire est vraie ou fausse. Donc, si vous voyez la vidéo sur YouTube et que vous souhaitez un jour participer à cette petite émission sympathique, ça sera tous les samedis, les amis, à partir de 20h sur ma chaîne Twitch. Vous aurez le lien dans la description. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? On va commencer avec l'histoire sur la création du whisky. Le whisky, la liqueur des dieux, est forcément associée, vous devez le savoir, à l'Écosse ou l'Irlande, les deux pays se tirant la bourre quant à l'origine exacte de la création de ce précieux liquide sur leurs terres ancestrales. Oui, mais voilà, comme très souvent, vous le savez, les origines ne sont pas forcément ce qu'on croit être, et il semblerait que le whisky ne soit pas originaire d'Écosse ni d'Irlande, mais d'Italie. Alors à la lecture de cette information, je suis resté bouche bée, comme certains doivent sûrement l'être devant leur écran, moi qui ne jure que par les versants fertiles du Speyside, qui englobent les terres d'Écosse produisant un whisky très floral et onctueux. Mais qu'en est-il donc de cette origine si étrange? Comment de l'Italie le whisky a-t-il pu se retrouver en Écosse? Pour cela, il faut remonter au IIe siècle, dominé par la puissance militaire des Romains venus s'installer jusqu'en Angleterre, au pied des plaines arables des Pictes, la tribu celtique vivant en Écosse. Il se trouve là-bas une imposante fortification romaine connue de tous et particulièrement de nos amis fans de Camelot, le célèbre mur d'Adrien. Une fortification de plus de 110 km de long, construite très rapidement par l'armée de l'empereur Adrien après les assauts répétés des peuples pictes, réputés pour leur bravoure et instinct farouche. Les Romains, eux, confortablement installés sur les Highlands, possèdent plus de 80 tours défensives installées le long de cet incroyable bloc de pierre, recensant alors plusieurs milliers de soldats. Ces militaires, éloignés de leur terre natale, avaient parfois la chance de recevoir des pactages en provenance des terres romaines. Figues confites, joues de porc, tomates séchées, vin, et une liqueur de vie très prisée alors, l'ancêtre du whisky. Ce qui le différencie alors du whisky traditionnel écossais, c'est le séchage de l'orge. Originellement, en Écosse tout du moins, celui-ci se faisait à l'aide de combustible le plus facile à trouver, la tourbe, un mélange organique trouvé dans les marécages et qui donne ce goût fumé au whisky, d'où l'appellation du whisky tourbé. Mais sur les terres romaines, cette liqueur des dieux était-elle faite avec du malt, séchée dans des fours à paille, puis distillée dans des alambics primitifs avant d'être entreposée dans des tonneaux d'olivier prêts au transport maritime. Ainsi donc, au temps des fêtes romaines, les soldats en garnison au mur d'Adrien recevaient quelques tonneaux de cet élixir incroyable, l'ancêtre du whisky. Mais comment donc ce whisky d'origine romaine est-il devenu la propriété des Écossais ou des Irlandais? Eh bien, au début du 5e siècle, l'Empire romain décline et néglige la frontière lointaine et inintéressante du mur d'Adrien. Les soldats abandonnent alors peu à peu leur poste, s'installant pour la plupart dans la région des Highlands pour devenir paysans. Connus de quelques soldats romains dont la famille pratiquait le brassage et la distillation du malt, ces nouveaux paysans débutent alors eux aussi les premières créations du whisky, utilisant le malt ou l'orge, avant d'enfermer le précieux liquide dans des fûts, non pas d'olivier, peu enclins à survivre dans le climat du nord de l'Angleterre, mais dans des fûts de chêne. La marque de fabrique indispensable du whisky moderne. Et voilà, la première histoire, les amis. Alors, on va pouvoir lancer le sondage. Est-ce que vous pensez que cette histoire est vraie ou fausse? On va se lancer comme d'habitude, vous le savez. Vrai ou fausse pour cette première histoire sur la création du whisky. Le sondage est en cours, les amis. Je vais pouvoir me noter ici. J'ai mon petit papier qui me sert aussi au boulot pour recevoir des petits retours. Et là, cette fois-ci, on va savoir ce que vous en pensez. On a Monsieur Échuor qui dit que c'est écossais ou irlandais.
C'est écossais ou irlandais, mais les origines sont-elles vraiment écossaises ou irlandaises? Au niveau du son d'ailleurs les amis, ça va? Ça passe bien? C'est pas trop fort la petite musique en arrière? Est-ce que ça fonctionne bien la vidéo? Se dit en passant d'ailleurs YouTube, il n'y aura aucune coupe dans ma vidéo. Parce que là pour le coup, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Bah, les Angles et les Saxons sont en train de se faire pigner la tronche par les Romains. Hein, les Pictes, ils sont au nord, on a les les Daces, pardon, les Daces qui sont à l'est, je sais plus exactement où sont les Daces, mais en tout cas les Angles et les Saxons, ma foi, sont pas conquis, mais enfin en tout cas, bon, les Romains en tout cas, ils avaient leur petit mur d'Adrien qui les séparait, ils étaient vraiment dans les Highlands, hein, les Romains. Très bien, il me semble que c'est largement postérieur à l'Empire romain, mais nous verrons. Tu parles de la création du whisky, c'est ça? Pour l'instant, on a 4 personnes qui pensent que c'est faux. Et 0 qui pensent que c'est vrai. Très bien. Très bien, les amis. Très bien. Bah écoutez, je pense que là, de toute façon, le vote va s'arrêter. Donc, on a 4 personnes qui a voté que c'est faux. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième histoire, les amis. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la création, là encore une fois, des reines du Père Noël. Mais d'où vient que nous parlons, que nous avons dans l'imaginaire collectif, l'histoire des reines du Père Noël? Eh bien, je m'en vais vous raconter cette deuxième histoire. Pour cette histoire, très intéressante, je m'en vais vous raconter les origines, non pas du Père Noël, assez connu de tous, mais des reines de celui-ci, et vous verrez que l'histoire est complexe et pas vraiment dans l'esprit de Noël. Tout d'abord, il est important de savoir que l'origine des reines n'est pas liée à l'histoire de Saint Nicolas, patron religieux censé être notre bon vieux Père Noël. En effet, en Hollande en tout cas, Sinterklaas, le nom hollandais pour Saint Nicolas, voyageait non pas dans un incroyable traîneau magique tiré par 8 rennes volants, mais à dos d'âne. Tout de même un peu moins classieux, hein, c'est vrai, et même carrément moins rapide pour distribuer ses cadeaux à travers le monde. Mais donc, d'où vient l'origine des rennes, les fidèles compagnons de Santa Claus? Eh bien pour cela, il faut tout d'abord se rendre aux États-Unis, et plus précisément à New York, aux alentours de Noël 1821. Clement Clark Moore, professeur d'université, écrivain et poète, se retrouve en période de fête avec ses 6 enfants à la maison. Le réveillon de Noël emporte les enfants dans un torrent de frénésie et c'est pour les distraire, et les calmer très certainement d'ailleurs, que Clément pourrait avoir écrit un poème intitulé The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël. Dans ce poème apparaît le Père Noël dans un traîneau magique tiré par des rennes. C'est la première apparition de ces magnifiques animaux dans l'imaginaire collectif, imaginaire alors réduit à lui-même et ses 6 enfants. Si je parle au conditionnel depuis tout à l'heure, vous l'avez remarqué, c'est que la suite de cette histoire est assez étonnante. En effet, le 23 décembre 1823 est publié anonymement dans un quotidien américain un poème, une visite de Saint-Nicolas. Un poème dans lequel figure la balade en traîneau du Père Noël, l'histoire même de Clement Clark Moore, racontée un soir de fête à ses 6 enfants pleins d'énergie. Oui, mais voilà. Qui dit poème anonyme, dit auteur anonyme. Et il se trouve que Clement Clark Moore n'aurait pas de lui-même envoyé ce poème à l'éditorialiste du journal. Il s'agirait en effet d'une voisine de la famille Moore, de passage chez eux, qui aurait recopié le poème, qu'elle trouvait beau, pour le publier sans le consentement de l'auteur. Vous l'aurez compris, cette poésie destinée à rester privée se retrouve dans de très nombreux foyers américains sans auteur connu. Voilà la version des faits par la famille Moore. C'est maintenant que ça devient un peu plus crasseux, disons-nous. Parlons un instant de Henry Livingston Jr. Il serait, selon la famille Livingston, le véritable auteur de ce poème, qu'il aurait écrit bien avant Clément, aux alentours de 1804-1805. Mais comment donc Clément aurait-il pu connaître ce poème, lui aussi resté dans le domaine du privé? Eh bien, twist final. Une femme aurait entendu le poème récité par Henry Livingston lui aussi, et cette même femme, devenue gouvernante des enfants de Clement Moore, l'aurait récité à ceux-ci devant le probable usurpateur, Clément donc, qui le publia plus tard au magazine américain de façon anonyme.
Qui donc de Clement Clark Moore ou de Henry Livingston Jr. est le véritable auteur de ce poème, créant le mythe du traîneau volant tiré par les 8 reines du Père Noël? Nul ne le sait. Voilà une vérité dans l'ombre du mensonge. À vous de croire l'un ou l'autre. En tout cas, tout cela n'y changera rien. Et voilà les amis pour la deuxième histoire. Je vais donc lancer le deuxième sondage. Pensez-vous que cette histoire est vraie ou fausse, comme d'habitude? J'étais un peu plus long que la vidéo, ça m'embête un peu. Ça a recommencé avant que... voilà. Et non, Fox, il n'y a pas 11 reines, il y en a 8. En fait, il y en a même précisément, il y en a même 9. Et le 9e, c'est Rudolf. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard, l'histoire de Rudolf. Voilà, l'histoire de Rudolf le renne, parce que c'est assez sympa, parce que ce renne-là, le 9e renne, n'est pas arrivé de suite, en fait, dans l'histoire de... c'est ça, Rudolf avec son nez rouge, exactement. Donc là, nous avons, pour l'instant, 3 votes qui disent que c'est faux, et 0 votes qui disent que c'est vrai. Très bien. Si je peux en tout cas vous faire une petite parenthèse... La 3e histoire, c'est l'invention du chocolat. Ouh, l'invention du chocolat. Ça va être sympa, ça. Je me suis dit, tiens, pour le temps des fêtes, parlons whisky, parlons Noël, les reines de Noël, et parlons chocolat. Ça fait festif, c'est quand même pas mal. Il est bourré à cause du whisky, Romain. Exactement, Balou. Exactement. On a donc... quasiment à la fin du vote, on est 4 à peu près à voter. On a donc une personne qui pense que c'est vrai et 3 personnes qui pensent que c'est faux. Très bien les amis. Très bien, et je suis hors, très bien les amis. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la 3e et dernière histoire? J'espère que vous êtes prêts. La 3e histoire donc sur l'invention du chocolat. Tiens, connaissez-vous donc l'histoire autour de l'invention du chocolat? Aujourd'hui, on en voit dans tous les commerces et sous toutes ses formes, il remplit des rayons entiers et sa consommation est très importante. Aux États-Unis, d'ailleurs, la consommation moyenne est de 5,45 kg par personne et par an, tandis qu'en Europe, elle se situe aux alentours de 2 kg par personne pour descendre jusqu'à 150 grammes en Afrique. En Europe, c'est la Suisse qui domine avec plus de 10 kg par an. Alors attention toutefois, les touristes attirés par le marketing du chocolat suisse, supposé l'un des meilleurs au monde, fait largement grimper la statistique complètement folle. 10 kg par an quand même. Bref, si l'Amérique du Nord et l'Europe sont friands de cette denrée sucrée, son origine et sa consommation se situeraient plutôt en Amérique du Sud. L'origine du mot chocolat est un emprunt d'ailleurs à l'espagnol, lui-même emprunté du terme aztèque xocolati, une combinaison de 2 mots signifiant acide ou amer et eau. De l'eau acide ou amère donc. Et oui, car si de nos jours, comme je le disais plus tôt, le chocolat se retrouve sous 1001 formes différentes, les Aztèques et les Mayas, eux, s'en sont d'abord servis comme d'une boisson froide. Pour les Aztèques, le chocolat est associé avec leur déesse de la fertilité, il aurait des vertus anti-fatigue et même anti-diarrhéiques. Le chocolat est alors mélangé à du gruau de maïs, ce qui forme une sorte de purée chocolatée. Chez les Mayas, eux, le cacaotier est une culture importante là aussi, et les boissons chaudes qui découlent de l'exploitation du cacao sont mousseuses et amères. Elles sont souvent associées à des épices ou de la vanille, elles servaient même comme monnaie d'échange et lors de rituels de purification pour les enfants. Inconnu du reste du monde, il faudra attendre le XVIe siècle et Christophe Colomb pour que l'Europe découvre ce délice. D'abord jeté par-dessus bord car il pensait que les Amérindiens lui avaient offert des crottes de chèvre, il finit par découvrir la boisson chocolatée par hasard sur l'île de Guanara. Les colons espagnols détestent cette boisson trop amère à leur goût, mais les Amérindiens, qui rajoutent alors du miel, du sucre de canne ou de la fleur d'oranger, finissent par introduire cette boisson auprès de colons ravis de l'explosion de saveurs. Hernán Cortés sera le premier navigateur espagnol à ramener le cacao en Europe à partir de 1528. Amer et imbuvable pour qui n'y est pas accoutumé, il faudra attendre 1534 pour que la boisson subisse
un ajustement dans sa formule. Ils sont alors rajoutés vanille et miel, et les aristocrates en tombent amoureux. Le commerce se lance entre les colonies espagnoles et le cacao continue sa route jusqu'aux Pays-Bas. De là continue l'histoire. Le chocolat s'étend à travers le monde jusqu'à la première extraction du beurre de cacao dans les années 1700. Durant la révolution industrielle, le chocolat se diversifie, tantôt utilisé dans les pharmacies comme bonbon en poudre. Il s'incorpore désormais dans les biscuits, les gâteaux, les confiseries. Les premières chocolateries et manufactures ouvrent et l'exploitation devient mondiale. D'une simple boisson amère et curative par un peuple précolombien jusqu'à la folie de l'industrialisation mondiale qu'on lui connaît, voilà un aliment qui a su se faire adopter par le monde entier. Et voilà pour la troisième et dernière histoire de ce live. Je vais donc lancer le dernier sondage. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de teams suisses. Pas mal de team chocolat suisse. Je ne vais pas me prononcer sur le sujet. On lancera un débat au pire après, mais j'ai très très peur que ça parte en schnouk-tchouk, donc on va peut-être éviter les débats. Voilà les amis pour la troisième histoire donc. Écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ces trois histoires. Et... Ah mince, c'est vrai, quand je bouge ça, ça fait la... Ah, c'est vrai que ça fait de l'ombre. Ouais, désolé. Je vais éviter de la bouger. Je vais la mettre là et puis je vais la... C'est la plus pure vérité pour Eshuor. Très bien. Donc les amis de YouTube, j'espère que vous avez apprécié vous aussi ce petit, ce petit Veritas Obscura, on va dire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous pensez que chaque histoire est vraie ou fausse. Voilà, vous me dites histoire numéro 1, je pense qu'elle est vraie ou je pense qu'elle est fausse. Et puis là, évidemment, on va très rapidement pouvoir discuter de laquelle était vraie, laquelle était fausse. Voilà, on s'y connaît pas mal là-dedans maintenant, donc ça devrait être pas mal. Donc les amis, on va pouvoir discuter de la première histoire. La première histoire, c'était donc la création du whisky, et nous avions 4 personnes qui ont voté faux. Sur YouTube, dans les commentaires, je verrai le nombre de personnes qui auront voté vrai ou faux, ça sera marrant de voir ça. Eh bien les amis, la première histoire était effectivement fausse. Effectivement, ça veut rien dire. Bien joué. C'est vrai qu'elle a été facile, mais j'avais envie d'écrire un petit truc sur le whisky. Je trouvais ça cool. Donc, je me suis dit, allez, faisons ça. Ça peut être drôle. Bien joué Fox. Bah, bien joué tout le monde, hein. Bien joué tout le monde sur Twitch, parce que vous avez tous voté faux, et vous avez tous raison. Voilà. Ah, il y a Eshuor qui veut tourner la roue pour le perfect. On va voir si tu fais un perfect. On va voir, hein. Je sais pas encore. Alors, ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils sont pas allés jusque dans les Highlands. Ils sont montés quand même assez haut avec le mur d'Adrien. Mais ils sont pas allés jusque dans les Highlands. Par contre, ils se sont arrêtés au niveau de Newcastle. C'est ça que je regardais. Je suis en train de regarder de nouveau pour pas dire de bêtises. Donc là, on est en gros... On est sur vraiment une fortification qui est quand même quasiment à la frontière avec l'Écosse, hein, quand même. On n'est quand même pas... voilà. C'est quand même... La frontière avec l'Écosse est là. Mais bon, c'est qu'on n'est pas mauvais en histoire, c'est vrai, bravo. Alors par contre, effectivement, le mur d'Adrien a vraiment été construit. Toute l'histoire sur le mur d'Adrien était vraie. Il y a vraiment eu 80 tours défensives qui étaient alignées le long d'une fortification qui faisait 117 km environ. Hein, voilà, donc tout le travers de l'Angleterre de l'époque. À quelques centaines de kilomètres de la frontière de l'actuelle Écosse. Et effectivement, ils ont construit ces fortifications pour empêcher les Pictes de les défoncer, hein, parce que les Pictes, ils étaient vraiment très très énervés. Hein. Les Romains, ils étaient pas contents. Donc Dame Célie, hein, de Camelot, qui est Picte, effectivement, hein, c'est un peuple assez costaud. Hein. Ça c'est dit. Le whisky a été créé plutôt aux alentours de 1400-1500, si je dis pas de bêtises. Effectivement, en Écosse,
Et par contre, la première méthode de fabrication était effectivement avec de la tourbe, hein. Et donc là, la tourbe, effectivement, c'est une espèce de matière organique qu'on trouve dans les marécages, dans les, dans les anciennes zones submergées qui ont séché, en fait. Et donc la tourbe, c'est ça, c'est un mélange organique qui a la particularité, en fait, de brûler, mais de brûler à une température très basse. Ce qui fait qu'en fait, le malt, donc qui est mis à sécher, en fait, ne va pas brûler. Voilà, l'écorce de malt ne va pas brûler, et du coup, ça fait que ben, le malt, comment dire, voilà, va avoir ce goût très connu d'amateurs de whisky, ce goût d'iode, un petit peu de sous-bois, etc. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant de savoir ça par rapport au whisky. Ça, c'était la méthode traditionnelle. Depuis, il y a eu des nouvelles méthodes de distillation, etc. Enfin, pas de distillation, parce que la distillation, ça intervient après, mais il y a des nouvelles méthodes de séchage de l'orge, etc., qui ne mettent plus, comment dire, qui n'utilisent plus la tourbe, et qui du coup enlèvent le côté, justement, tourbé du whisky. C'est comme ça qu'on a les whisky Speyside, etc. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote pour notre ami Eshuor, qui, tout comme moi, aime le whisky. Bref, les amis, passons maintenant à la deuxième histoire. C'est vrai qu'on a déjà dû trouver des choses, bah, j'imagine des tourbières, là, c'est quand même un petit truc sympa. Hop. La deuxième histoire, c'est l'histoire sur les reines du Père Noël. Les reines du Père Noël, nous avions une personne qui a pensé que c'était vrai, c'est notre ami Eshuor, et 3 autres personnes qui ont pensé que c'était faux. Alors sur YouTube, vous pensez que c'est vrai ou pensez que c'est faux? Eh bien, l'histoire était vraie. L'histoire était vraie. C'est quand même une histoire de dingue. Une petite anecdote sympa quand même sur l'origine qui est du coup très, comment dire, j'ai le mot en anglais, très blurry, mais très, voilà, très trouble, parce qu'en fait, disons que, voilà, le consensus le plus, voilà, le plus important, qui n'est pas un consensus du coup, mais enfin bref, le plus de monde pense que c'est la version de Clark Moore qui est vraie. Voilà, pour l'instant. Maintenant, la famille, donc, comme je vous disais, de la famille de Livingston, ils sont sûrs que c'est leur ancêtre, enfin leur parent, Henry, qui avait écrit cette histoire. Donc, bon, on sait pas encore, je pense qu'on le saura jamais, en fait, hein, mais l'histoire est folle. Bref, est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour la dernière histoire? La dernière histoire. Ouh. L'invention du chocolat. L'invention du chocolat. Bon, 3 personnes ont voté vrai, une personne a voté faux. Et cette histoire, les amis, elle était vraie aussi. Bravo à Ushior, qui a donc fait un sans faute. Il va pouvoir tourner la roue. Et cette histoire, les amis, elle était vraie. Eh oui. Alors, au final, c'est vrai que c'est pas tant une histoire qu'un espèce de petit, comment dire, de petit truc un petit peu, un espèce de petit documentaire. Ouah, un documentaire, on s'entend. Enfin, c'est quand même assez connu que le chocolat, le cacao, en tout cas les cacaotiers viennent d'Amérique du Sud. Donc ça c'est quand même voilà assez connu. Et donc c'est ça, c'était une boisson à la base, une boisson froide pour les Aztèques et une boisson chaude, bizarrement pour les Mayas. C'est marrant que les deux peuples, aussi proches soient-ils, aient une utilisation un peu différente. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'apparemment c'était dégueulasse. Boisson dégueulasse. Mais si, quand les colons sont arrivés, Balou, en fait, ben, évidemment, les Aztèques, les Mayas, voilà, leur ont fait goûter cette boisson que les colons ont trouvé dégueulasse, donc, et donc, bah, du coup, les Aztèques, ils ont mis du miel, ils ont mis de la fleur d'oranger. J'ai jamais goûté avec la fleur d'oranger, mais ça va être vraiment sympa, quoi. Et donc ils leur ont fait goûter ça, et puis bon bah apparemment explosion de saveur, quoi, explosion de saveur. Et donc bon bah évidemment notre ami Christophe Colomb, moi je trouvais ça quand même assez drôle que Christophe Colomb a reçu donc ce cacao, en fait ces fèves de cacao par les Aztèques et qu'il les a jetées par-dessus bord en pensant que c'était des crottes de chèvre. Je trouve ça assez bon, voilà, je trouve ça mais assez marrant quoi. Voilà.
Donc ouais, je suis York qui a fait le musée du chocolat à Espelette. Donc excusez-nous monsieur, excusez-nous. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur voilà sur Veritas, un espèce de, moi j'appelle ça Fabula Brevis. Voilà, 3 histoires, etc. Donc si vous avez envie de participer à ce genre d'expérience incroyable et fantastique, eh ben c'est tous les samedis de 20h à 23h, voilà sur Twitch. On commence avec ce petit format-là. Le lien sera dans la description. On vous dit à très bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos. Ciao.